Salut à tous, c'est Julien dans le Vintubateur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va faire 3 sujets autour de l'innovation, 3 émissions bien distinctes. La première, vu qu'on est en été et que le rosé est à l'honneur, je voulais parler du rosé et notamment voilà, du Bordeaux rosé. Alors historiquement, la demande en vin s'est toujours adaptée à l'offre que les régions proposaient. C'est surtout dû au fait que jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, les populations étaient plutôt sédentaires et sortaient peu de leur périmètre habitation-travail. L'avènement des congés payés, l'évolution des moyens de transport et des moyens de communication sont autant de révolutions qui ont amené la population à s'ouvrir à la culture des autres régions de France, voire du monde. Dans ce contexte, de nouvelles expériences se créent, créant de fait de nouveaux besoins, pas forcément en adéquation avec l'endroit où l'on réside. Prenons donc l'exemple du rosé à Bordeaux. Considéré comme un excédent jusqu'à il y a 20 ans, il a aujourd'hui complètement transformé l'offre globale que les appellations bordelaises proposaient jusque-là. Pourquoi je dis excédent ? Bordeaux a toujours été majoritairement considéré comme une région de vin rouge. Il existe donc un procédé mécanique permettant la concentration des mous lors de la fermentation alcoolique que l'on nomme la saignée. L'image est bien choisie puisque l'on retire de la cuve pendant que celle-ci transforme ses sucres en alcool et se charge en tanins et en matière colorante, un volume de liquide réduisant ainsi le rapport liquide-solide, ce qui permet au mou de vin rouge de devenir plus complexe et plus chargé. Le liquide qui reste alors de côté, clair, puisque la période de contact avec les peaux de raisin est plus réduite, finit donc sa fermentation alcoolique et devient du rosé. On comprend alors que ce volume n'a pas de vraie stratégie commerciale. Malgré tout, il faut bien le vendre et Bordeaux arrive à écouler sa production, surtout grâce à l'activité touristique estivale sur les plages girondines. Sa couleur est plutôt soutenue puisqu'il cherche à surfer sur la tendance de son cousin le clairé, qui lui par contre a son propre historique et une méthode de vinification étudiée. Alors qu'est-ce qui a bien pu changer ces 10 dernières années pour que Bordeaux se mette à faire des campagnes publicitaires vantant les mérites de son rosé, quand parallèlement le clairé lui décline tranquillement. Il faut faire quelques 800 km vers le sud-est et comprendre que depuis le même temps, la région des Côtes-de-Provence a opéré un virage qualitatif couplé à une exposition médiatique renforcée grâce à sa jet-set. En effet, les Provençaux, aux cépages moins teinturiers que les cépages bordelais, osent une montée en gamme de leur vin, estimant que le rosé n'est pas uniquement un vin de soif, mais aussi un marqueur social et un produit aux qualités organoleptiques complexes. Hôte et Minuti, pour ne citer que, réussissent le pari fou de proposer sur les tables des restaurants de la Côte d'Azur leurs produits à des prix limite indécents, de 25 à 50 € la bouteille. Et ça marche. Les nuits tropéziennes arrosées au rosé sont relayées dans la presse People et la communication de ces domaines, devenus aussi des stars, se ressent à travers le pays. Beaucoup de Parisiens remontent à Paris et veulent retrouver ces rosés clairs qu'ils buvaient lors de leurs vacances. La machine s'emballe, la Provence croule sous la demande, et dans le sillage de Hôte et Minuti, des stars telles que Brad Pitt et Angelina Jolie, pour ne citer que, s'offrent Miraval et continuent à faire le buzz. Pendant ce temps, ailleurs, on regarde, l'air un peu hagard, ce nouvel Eldorado. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 2009, je travaille au rayon liquide d'un centre Leclerc sur la Côte d'Azur et je vois le manège qui se met en place, les quantités astronomiques de rosés que je passe quotidiennement en rayon. Immédiatement, je fais le parallèle avec les rosés de chez moi et la première chose que je remarque, c'est cette différence de couleur. Ce côté très pâle face au rosé très soutenu des rosés bordelais. Ce serait donc ça la clé du succès. Le client me donne raison, je les vois scrupuleusement sortir du rayon chaque bouteille, regardant par transparence la limpidité du produit et portant leur choix sur le plus cristallin. Piqué par la curiosité, je décide de prendre mon téléphone et je contacte la Chambre d'agriculture de Bordeaux pour me renseigner sur le cahier des charges de l'appellation Bordeaux Rosé pour savoir si de tels vins sont réalisables en Gironde. La réponse de mon interlocuteur est sans appel. L'agrément n'autorise des intensités colorantes que supérieures à 1. Je vais essayer de passer sur le volet technique de la palette chromatique, mais il faut savoir rapidement, c'est que l'éventail des couleurs de la teinte rosée rentre dans l'obtention de l'AOC et historiquement donc, Bordeaux se doit de faire des rosés teintés avec un ICM aux alentours ou supérieur à 1. C'est l'unité de mesure. Là où la Provence pouvait descendre jusqu'à 0,2. Je rajoute en aparté que je parle bien d'agrément, c'est-à-dire d'un choix en délibéré conclu par un groupe de dégustateurs sur la validation du produit ou pas. J'ai essayé de trouver dans les décrets une preuve écrite d'ICM élevé sur Bordeaux, mais sans succès. J'argumente donc en disant bien que ce sont des choix subjectifs des juges qui étaient pris en compte. Un an plus tard, je rentre sur les terres girondines et je vois à la terrasse d'un restaurant une bouteille de Château Carignan rosé. Carignan est une belle propriété des côtes de Bordeaux, proche de Quinsac d'ailleurs.
là où on fait le célèbre claret. Je suis interpellé par sa couleur, un rosé très pâle. Je me dis que c'est impossible, comment ils ont fait pour pouvoir faire ce type de vin sur cet AOC. Mais en y regardant de plus près, je m'aperçois que ce n'est pas du Bordeaux, mais que c'est un vin de pays de l'Atlantique. Il faut savoir qu'à cette époque, la refonte du système des vins de pays était en cours, dû au fait de l'harmonisation européenne, et une myriade de nouvelles dénominations géographiques voyaient le jour, offrant de nouveaux débouchés. Carignan avait contourné le problème de l'appellation et misé tout sur son nom et sur l'originalité de son produit, extrêmement bien valorisé sur table en plus. Rajoutez à ça que la propriété répond à la problématique d'une offre structurée en fonction de la saisonnalité, la célèbre thermosensibilité, question à laquelle Bordeaux ne s'était jamais vraiment attaché. Le pari était gagné et dans son sillage, bon nombre de propriétés de la région ont suivi. Même l'interprofession ne peut pas lutter et modifie le cahier des charges, permettant donc aux AOC de Bordeaux de proposer des rosés clairs à partir de 2011. L'exemple que je vous montre ici est criant de vérité. Il propose une étude de France Agrimaire sur les profils organoleptiques des rosés de Bordeaux et on peut voir dans le tableau que l'ICM n'est que de 0,4 environ. L'opération est extrêmement bénéfique pour les vignerons. Ils peuvent ainsi continuer à pratiquer des saignées pour augmenter la qualité des vins rouges, mais en plus mieux valoriser leurs excédents en rosé, allant même jusqu'à s'amuser sur les packaging, chose difficilement concevable sur les rouges par exemple. La clientèle habituée depuis quelques années aux produits provençaux répond donc positivement à cette nouvelle offre. Et voilà comment la demande a réussi à modifier structurellement l'offre sur Bordeaux, comme le prouve ce graphique. Alors maintenant, deux questions se posent. La première, c'est le problème des volumes. En effet, depuis plusieurs années, la demande, on l'a vu, est en constante progression et l'appareil s'est modifié pour y répondre. Or, les années pénuriques, c'est la famille des rosés qui est la première touchée par les problèmes de volume. Il n'est pas rare de voir des années où un domaine ne peut livrer à partir du mois d'août ses clients par exemple, faute de vin rosé. Cela crée de la frustration chez le client qui reporte son choix sur des appellations limitrophes, voire sur des gammes inférieures. On parlera plus tard des IGP et des VSIG par exemple. Deuxième question, plus technique, et elle a été soulevée par une personne que j'ai contactée récemment de nouveau à la Chambre d'agriculture de Bordeaux pour préparer ce dossier, qui me disait que de proposer des rosés clairs à Bordeaux était dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce que à copier le modèle provençal en ne prenant que la couleur comme paramètre déterminant, or les cépages bordelais ne réagissent pas de la même façon à l'élaboration du rosé que les cépages de là-bas, eh bien cela donne parfois des produits sans matière, voire aux tonalités herbacées, si peu que la technique ne soit pas vraiment bien maîtrisée. Il reste donc encore du chemin à parcourir pour que cette mutation soit complète, aussi bien sur le plan des volumes que sur le plan qualitatif. D'autres régions comme la Loire par exemple souffrent un petit peu des mêmes maux qu'à Bordeaux. Il suffit de regarder le terrible engouement qui s'est opéré autour des Cabernets d'Anjou par exemple. Et vous, est-ce que vous avez une expérience avec les rosés actuels à partager? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Est-ce que cette tendance va se poursuivre ou est-ce que l'on est simplement face à un phénomène de mode? Je vous écoute, section commentaires, ou sur Facebook ou sur Twitter, laissez-moi vos avis. Voilà, le premier épisode de cette série sur les innovations est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt avec quelques nouvelles donc, sur ce qui s'est passé dans le vin ces dernières semaines. Ça a quand même pas mal bougé. Et puis on fera aussi une petite balade en extérieur une nouvelle fois. Après Saint-Émilion et Pomerol, on va aller visiter Fronsac. J'en suis super content. Et puis on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bordeaux rosé, take us away.